Diana Senghor, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, Forum social mondial, Institut Panos Afrique de l'Ouest. À quand remonte ce mariage? Alors, je ne suis pas sûre que ce soit un mariage, mais c'est une très vieille liaison. Et assez passionnée d'ailleurs. Mais c'est une très vieille histoire en fait. Je pense que ce forum est le 7e auquel l'Institut Panos participe. On a participé au forum de Belém, on a participé au forum de Porto Alegre bien avant, de Bombay, et puis les 2 forums africains à Bamako, puis à Nairobi, puis à Dakar, puis à Tunis l'année dernière, et donc c'est la 7e édition à laquelle Panos participe. Et je pense que Panos, qui est pourtant une organisation de médias, donc, qui est peut-être apparemment moins directement impliquée que d'autres organisations de défense des droits de l'homme, je pense que Panos était une des premières organisations africaines à être membre du forum social mondial, à y participer, à être membre. On a été élu, je pense c'est en 2004 ou 2005, au Conseil international. Et je pense qu'on fait partie aussi des fondateurs du Forum social africain. Donc c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire. Une vieille histoire. Vous êtes présent chaque fois avec un projet, Flamme d'Afrique. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce projet-là? Alors Flamme d'Afrique, Flamme d'Afrique est un support ou une plateforme multimédia qui a accompagné tous les forums sociaux depuis qu'on y participe. Cette plateforme s'est un petit peu élargie. Tout à fait au départ, c'était essentiellement un journal avec une mise en ligne aussi des articles produits. Puis petit à petit, ça s'est diversifié. Donc il y a eu la composante radio. Le forum social de Nairobi, je pense que c'est là où la radio a pris à Panos, c'est dans Flamme d'Afrique, son envol. Bon, il y avait une production radio qui était produite sur le site de Panos, mais il y avait aussi des partenariats, et c'est un petit peu un modèle qu'on a expérimenté, un partenariat avec 2 radios du Kenya, une à Nairobi et une qui retransmettait dans différentes régions de Nairobi, du Kenya. Depuis, on a beaucoup développé le volet médias sociaux, comme on dit, en incluant Twitter, Facebook. Et donc, bon, toutes les éditions de Flamme d'Afrique n'ont pas eu la diversité de ces supports-là. Parce que Flamme d'Afrique, c'est pas seulement le Forum social mondial. Mais pendant le Forum social mondial, je pense que petit à petit, donc, on a diversifié un peu les supports. Je pense aussi que Flamme d'Afrique, c'est un journal ou une plateforme radio qui est intéressante parce qu'elle est multilingue. À l'origine, on voulait que soient reflétées les grandes langues internationales africaines. Et donc il y avait le français, il y avait l'anglais. Parfois on a eu des collègues qui étaient des collègues du Cap-Vert, donc pour inclure le portugais. Je crois que et une raison d'inclure le portugais, c'est qu'on espérait une coopération avec les fondateurs du Forum social mondial que sont les Brésiliens. Mais en dehors des langues internationales, on a aussi développé sur Flamme d'Afrique, à certaines occasions, la production radio en langue nationale. Quand on était à Nairobi, il y a eu des émissions en Swahili. Quand on était à Bamako, il y a eu des émissions en Pula, en Bambara. Et je crois bien qu'au dernier forum, on a essayé, ou l'avant-dernier, on a essayé une coproduction avec nos amis de Idjoussou sur le Touareg. Et c'est vrai pour la radio et ça a été vrai aussi pour les journaux. Bon, je me souviens qu'à Bamako, c'était la croix et la bannière de diffuser Flamme d'Afrique papier avec quelques articles dans les langues nationales parce qu'il fallait trouver la bonne imprimerie qui ait les bons caractères à l'époque pour publier en bambara ou en peul. Donc, bon, c'est une entreprise qui s'est développée, hein, je pense, qui innove, qui tente vraiment de s'enraciner, puisque si on produit ici, c'est à destination aussi des publics africains qui ne peuvent pas venir. Et donc, on a essayé de s'enraciner au plus près des préoccupations de gens ordinaires, d'auditeurs ordinaires. C'est pour ça qu'on donne une telle place
à la radio et qu'on a donné aussi une place importante aux langues nationales. En cette édition, Flamme d'Afrique a évolué dans la forme comme dans le fond, mais est-ce que vous avez également senti que la cause des médias sociaux, la cause des médias communautaires, la cause sociale tout simplement défendue au Forum social mondial a évolué dans cette thématique, mais également dans ses résultats? En essence, oui, je pense que... Alors, oui, dans le sens où il existe maintenant un forum mondial des médias libres, qui est très lié au Forum social mondial, qui se tient un petit peu avant et en parallèle, et dont les recommandations font partie des recommandations générales du Forum social mondial. En un autre sens, je dirais pas tellement. Parce que si on voit le Forum social mondial, l'intérêt pour les médias me paraît encore trop limité. Je pense que tout le monde, à partir du moment où il est socialement engagé, devrait pouvoir s'exprimer publiquement, utiliser sa liberté d'expression, utiliser les nouveaux médias pour ça. On parle de journalisme citoyen. Je ne suis pas sûre que le pourcentage des militants ou des gens simplement intéressés par ce qui se dit au Forum social mondial, je ne suis pas sûre que la proportion elle soit une proportion considérable de ceux qui utilisent les médias sociaux. Je ne suis pas sûre. Donc c'est un petit peu, on peut discuter la question. Quand on discute de manière spécifique de la question des médias, ça, c'est clairement nouveau. Je pense que ce sont aussi, comme on dit dans d'autres milieux, c'est le développement des médias en tant que tels, les questions des médias en tant que tels qui sont débattues au sein du Forum mondial des médias libres. Au sein du Forum social mondial, le plus souvent, les questions qui sont débattues, c'est ce qu'on appelle plutôt la communication pour le développement. Ça veut dire, les médias sont intéressants du point de vue d'un thème, mais pas en tant que tel. Et c'est ça, je pense, la différence entre le Forum mondial des médias libres et le Forum social mondial. Alors, au niveau des médias libres, une charte en discussion, qu'est-ce que vous pensez de cette charte-là d'abord? Je pense qu'il faut savoir d'abord pourquoi on a besoin d'une charte. Pourquoi on a besoin d'une charte? Une telle charte, elle existe pour certains médias dans certains pays. Cette charte-ci, elle se veut une charte globale et qui touche aussi les nouveaux médias. Donc l'idée est une idée intéressante, importante, mais la question après c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Qui s'allie? Une charte, c'est un texte et puis une adhésion volontaire au principe de cette charte. Et puis il y a des actions qui sont menées à partir de là. Et donc je pense que la charte, elle est en voie de constitution. Ça fait un moment que ça dure. On espère que ce sera le moment de l'accouchement et du baptême. Mais enfin, une fois que l'enfant est né, on en fait quoi? Et ça, je pense que c'est une question aussi importante que celle du baptême. Et donc, je crois qu'il faut... on n'a pas été très très vite jusqu'à présent. La question, elle est importante. Alors, on y met le temps, c'est normal. Mais maintenant, à partir de ce forum-là, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'elle est rédigée, la charte. Oui. Dans la logique des médias libres, dans la logique de rendre accessible l'information, aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent qu'il serait utile de réguler Internet. Faut-il le faire? Et a-t-on les moyens aujourd'hui, au plan technique, d'y arriver? Est-ce qu'il faut réguler l'Internet? La question de l'Internet, est-ce qu'elle est vraiment différente de celle de la liberté d'expression? Est-ce qu'il y a un statut particulier qui justifierait qu'il y ait des mécanismes de régulation spécifiques à Internet? Ça, c'est une première question. Et je ne suis pas sûr. Le deuxième volet de la question, c'est qui va réguler l'Internet? Qui va réguler l'Internet? Alors, il y a des projets de régulation. En général, ce sont les multinationales. Les gros. Google, Twitter, Microsoft. Il y a une discussion en cours. L'UNESCO participe beaucoup à cette discussion. Et je pense qu'il y a une demande pour un
une autorégulation, par ailleurs, une autorégulation de l'Internet par les citoyens, qui s'oppose donc à cette volonté de régulation. D'un côté, il n'est pas admissible que ce soit... Parce que ce sont eux déjà les régulateurs, hein, ce sont eux qui régulent. Vous absorbez ce que Google veut que vous absorbiez. Et il y a des choses auxquelles vous n'aurez pas accès, parce qu'un de ces grands opérateurs ne veut pas. Vous savez, tout le monde connaît cette histoire, mais elle est tellement choquante qu'on ne peut pas la répéter à chaque fois. Facebook a supprimé des photos en faveur de l'allaitement au sein, parce que c'est indécent pour la pudeur anglo-saxonne américaine qu'une femme montre son sein. Donc la censure, elle est exercée. Bon. Donc ça n'est pas admissible. Mais de l'autre côté, comment est-ce que les citoyens peuvent opérer une régulation de l'Internet à l'échelle mondiale? Je ne sais pas, je pense que ça passe beaucoup par un plaidoyer pour la liberté d'expression au niveau de chacun des pays. Un plaidoyer pour une liberté d'expression, cette liberté d'expression qui est un vœu cher à tous ceux qui sont présents au Forum social mondial. Vous, en tant qu'institution qui accompagnez constamment les organisations au niveau des différents pays, que ce soit les radios, la presse écrite, quel est votre plaidoyer personnel, puisqu'on sait que en cette année 2015, dans beaucoup de pays où Panos intervient, il y a des échéances électorales. Votre question n'est pas directement liée à Internet, là. Vous parlez du contexte même des médias en période électorale. On sait que Panos fait de la formation également. Panos fait un peu de formation pour les journalistes à la couverture des élections. Mais plutôt que la couverture des élections, ce qui est important dans cette période-ci, c'est que c'est dans les périodes de transition qu'on peut changer les cadres légaux, réglementaires des médias. Et ça s'est passé toujours comme ça s'est passé en 91, ça s'est passé à chaque fois qu'il y a un changement, il y a une possibilité de modifier la réglementation. Et par exemple, ce qui se passe en ce moment au Burkina, où on trouve au Burkina beaucoup des défauts du cadre et des limitations du cadre légal, par exemple. Il y a un organe de régulation qui n'est pas un organe de régulation indépendant. Il est élu par le gouvernement et par le chef du gouvernement, par le président de la République. L'accès à l'information, comme dans la plupart des pays africains, l'accès à l'information, elle n'est pas garantie par la loi. 3, les journalistes sont toujours passibles de peine de prison. Bon. Avant que les élections ne se fassent. Et je pense que l'urgence, c'est, puisque les conditions sont favorables, politiquement favorables, alors ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte d'aider les groupes, les associations, les institutions burkinabées qui veulent changer, à changer ce cadre juridique. Et je pense qu'on peut... Alors, c'est moins facile dans d'autres cas. Le Burkina, c'est un cas un petit peu à part parce que c'est une période vraiment de transition institutionnelle. Mais dans le cas des élections plus générales, c'est un peu le rôle des médias de plaider leur cause pendant les périodes électorales, de soumettre systématiquement les candidats à mais quelle est votre position sur la dépénalisation des délits de presse, quelle est votre position sur l'accès aux informations publiques, et de leur faire prendre autant que possible des engagements. Ça, c'est clairement le rôle des médias. Et nous, on essaie d'appuyer ça aussi. Ouais. Diana Senghor, Flamme d'Afrique, vous dit merci. Merci à vous.